Bonjour, je suis Édouard Font, neurologue et chercheur à l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill. Je suis fier d'être le président d'honneur des conférences Marcher sous la pluie de Parkinson Québec. À ce moment ici, on accueille M. Jean-François Gagnon qui va nous entretenir de la cognition et le Parkinson. Qui est M. Jean-François Gagnon? M. Gagnon est neuropsychologue et professeur du département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Il a réalisé des travaux de recherche au Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal et à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il est membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Il s'intéresse entre autres aux troubles du sommeil et de la cognition dans la maladie de Parkinson. Ses travaux visent à identifier les premières manifestations de la maladie de Parkinson afin d'en améliorer le diagnostic précoce et de pouvoir éventuellement faire des interventions plus précoces. Monsieur Gagnon, à vous. Bon matin. Est-ce qu'on est toujours le matin? Pour moi, il est toujours le matin à 10 heures. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs du congrès de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir de venir vous présenter sur un sujet qui est quand même assez délicat. Et j'en profite pour saluer les gens qui sont à la maison, qui assistent en différé ou actuellement à cette présentation. Donc, je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne suis pas médecin, donc ça élimine beaucoup de conflits d'intérêt. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui de la maladie de Parkinson et de la cognition. On connaît très bien la maladie de Parkinson pour les symptômes moteurs. C'est ce qu'on voit ici en haut. Donc, les problèmes de rigidité, le ralentissement. Donc, ce qui est moteur, c'est apparent et on le voit bien. Par contre, il y a plusieurs symptômes non moteurs qui sont difficiles à identifier, difficiles à mesurer, à quantifier, mais que les personnes qui ont la maladie de Parkinson vont vivre et qui vont créer parfois autant de détresse, sinon plus, que les symptômes moteurs. Donc, il y a des problèmes au niveau des sens, entre autres la perte au niveau de l'olfaction, la capacité de sentir les choses. Des problèmes d'humeur également, donc dépression, anxiété, parfois des hallucinations qui peuvent créer de la détresse à la fois chez l'individu et son entourage et son prochain aidant. Des problèmes de sommeil, insomnie, somnolence, des rêves agités également. Les rêves agités, c'est le trouble comportemental en sommeil paradoxal. C'est des gens qui vont mimer leurs rêves, qui vont avoir des coups très, très violents ou assez manifestes durant leur sommeil. Et bien sûr, les troubles cognitifs, la cognition dont on va parler aujourd'hui. Et ce qui est important de retenir, c'est que les symptômes non moteurs que je viens de parler peuvent apparaître parfois avant la survenue des problèmes moteurs, pendant la survenue des problèmes moteurs ou même après la survenue. Donc, c'est vraiment un mélange de symptômes très, très hétérogènes qui peuvent apparaître à différents moments de la maladie. Pourquoi ça apparaît à différents moments? Dans la maladie de Parkinson, ce n'est pas seulement les cellules dopaminergiques qui vont mourir. La plupart des systèmes de messagers chimiques du cerveau vont être atteints à un moment donné ou l'autre. Parfois au niveau du tronc cérébral. Donc, si vous avez un cerveau, en bas ici, c'est le tronc cérébral. Ce sont des régions importantes pour le sommeil, pour les fonctions autonomiques. Un peu plus haut ici, vous avez la substance noire qui produit la dopamine et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître les symptômes moteurs. Mais la maladie a déjà commencé avant pour certains, donc apparition de certains symptômes non moteurs. Et la dégénérescence, la mort neuronale va se poursuivre au niveau de presque tout le cerveau. Donc, il va y avoir probablement apparition de problèmes cognitifs à un moment donné au cours de la maladie. Donc, mon titre, c'est « La maladie de Parkinson, doit-on s'intéresser à la cognition ?» Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui est délicat. Quand on parle de cognition, on parle parfois d'incapacité, de dégénérescence. Souvent, on va parler de démence même. Bon, la démence, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup. Je vais plutôt parler de troubles cognitifs majeurs. Donc, c'est délicat, mais les gens souvent ont peur. Les gens ne veulent pas en parler. Mais personnellement, je pense que c'est important d'en parler, justement pour mieux évaluer les choses, essayer de prévenir les choses, essayer de mieux intervenir également, parce que nécessairement, ça va entraîner de la détresse pour l'individu qui a les problèmes cognitifs, mais également pour son entourage. Parce que la gestion de la maladie comme telle va être beaucoup plus difficile. Donc, le plan de la conférence aujourd'hui, très, très, très brièvement, je vais vous parler un peu du cerveau et des neurones. Là, c'est 2 diapositives maximum. Ensuite, je vais vous parler des changements cognitifs qui se produisent dans le vieillissement
normales. Donc, chez une personne qui n'a pas la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer en vieillissant, il y a des changements qu'on observe. Quels sont ces changements-là? Ensuite, je vais vous parler des changements qu'on observe dans la maladie de Parkinson. Donc, quelle est la nature, la caractéristique, comment on peut détecter les problèmes cognitifs et les facteurs de risque. Et le fait d'avoir des problèmes cognitifs, quel impact ça va avoir dans la vie de tous les jours. Et à la fin, je vais vous parler d'intervention. Comment peut-on intervenir pour prévenir, ralentir? Malheureusement, on ne peut pas stopper cette mort neuronale-là. Mais on peut essayer d'avoir une hygiène de vie qui va favoriser le délai d'apparition des troubles cognitifs. Et il y a des interventions quotidiennes que vous pouvez faire ou que votre entourage peut faire qui vont minimiser l'importance de ces problèmes cognitifs-là, surtout dans les stades débutants des problèmes cognitifs. Donc, les deux objectifs, reconnaître la nature, les caractéristiques et l'impact fonctionnel des troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson, et reconnaître des stratégies. Donc, je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de favoriser les apprentissages, de favoriser votre capacité attentionnelle afin de prévenir et d'atténuer l'impact de ces problèmes cognitifs-là. Donc, c'est l'organe sur lequel je travaille, c'est le cerveau. Et c'est le cerveau qui vous permet de faire des gestes, qui vous permet de capter les informations de l'environnement, la vue, l'ouïe, l'odorat. C'est le cerveau qui vous permet d'être attentif. C'est le cerveau qui vous permet de planifier, d'organiser les choses. C'est le cerveau qui vous permet que si vous vous trompez, vous êtes en mesure d'élaborer des nouvelles stratégies pour essayer de corriger votre erreur. Et c'est surtout le cerveau qui vous permet d'emmagasiner les souvenirs, donc la mémoire. Et à l'intérieur du cerveau, c'est la cellule ici que vous voyez, c'est un neurone. Donc, la plupart d'entre vous connaissez c'est quoi? C'est un neurone. Le neurone produit en quelque sorte de l'électricité et par des messagers chimiques qui sont ici, il va pouvoir communiquer avec d'autres neurones. Et quand on parle de neurodégénérescence, de perte neuronale, bien, ce sont ces neurones-là qui vont mourir. Donc, on parle beaucoup de la dopamine dans la maladie de Parkinson, mais sachez qu'il y a également d'autres neurones, d'autres systèmes de messagers chimiques qui vont également être détruits au cours de la maladie. Donc, c'est la destruction de ces neurones-là qui entraîne différents symptômes, comme les symptômes moteurs, les problèmes de sommeil, les problèmes cognitifs. Donc, c'est tout. C'était mon introduction, pas très long. Qu'est-ce que la cognition? Donc, c'est l'ensemble de nos capacités telles que notre vitesse à traiter l'information. Comment sommes-nous rapides pour capter les informations de l'extérieur, pour les enregistrer, pour les comprendre? En vieillissant, parfois, on va être un peu plus ralenti à ce niveau-là. L'attention, on parle de l'attention soutenue, c'est votre capacité à pouvoir m'écouter pendant 45 minutes. Si vous avez des pertes de vigilance, des moments d'endormissement, des difficultés un peu à soutenir votre attention. L'attention divisée, c'est faire deux tâches en même temps. Écouter la télévision pendant que vous êtes en train de cuisiner, par exemple. Donc, la capacité de faire deux tâches en même temps. L'attention sélective, c'est porter un intérêt aux choses importantes de l'environnement et pouvoir éliminer les choses moins importantes. Donc, on sélectionne un événement qu'on trouve intéressant. Par exemple, si je faisais jouer de la musique ici dans la salle, ça serait difficile pour vous de vous concentrer sur ma présentation et d'éliminer ce bruit-là. D'accord? Donc, sélectivité au niveau de l'attention. Les fonctions exécutives, c'est des capacités qui vous permettent de planifier, d'organiser les choses. Par exemple, vous recevez ce soir un souper de 10 personnes, mais vous devez le planifier, ce souper-là. Faire les courses, s'il y a des gens qui sont allergiques, ne pas acheter ces aliments-là, organiser les choses, donc aller chercher des chaises pour 10 personnes, agrandir la table, préparer le repas d'avance, préparer l'entrée, le repas principal, le dessert. Donc, il y a toute une planification, toute une organisation qui est importante, et ce sont vos fonctions exécutives. Résoudre des problèmes. Si pendant le souper, le dessert brûle, bien, vous devez trouver une alternative. Vous devez trouver un moyen de pouvoir trouver un nouveau dessert. Donc, c'est vos capacités à réfléchir, à planifier, à organiser et à trouver de nouvelles stratégies pour vous permettre de vous aider. Il y a ce qu'on appelle la mémoire et la capacité d'apprendre de nouvelles choses. On parle des connaissances. Bon, vous savez qu'à Paris, c'est la capitale de la France et qu'à Paris, il y a la Tour Eiffel. Ça, ce sont des connaissances que vous allez garder très, très longtemps dans votre vie. Les habiletés, c'est faire du ski, faire du vélo. Donc, ce sont vous avez appris à faire du ski, vous avez appris à faire du vélo. Ce sont un apprentissage que vous conservez en vous. Et il y a tout ce qui est souvenir, donc tout ce qui est ce que vous apprenez au jour le jour.
Ce que je dis aujourd'hui, vous êtes en train là, d'encoder ces informations-là et d'essayer de les emmagasiner dans votre cerveau. Ça, c'est les souvenirs que vous avez, le mariage que vous avez eu, un décès, par exemple, le moment où on vous a annoncé que vous aviez le Parkinson. Donc, ce sont des souvenirs très, très chargés émotivement qui, eux, sont emmagasinés dans le cerveau. Le langage, notre capacité à produire des sons, à produire le langage, à écrire, à lire, à écouter le langage, la perception des choses, donc les 3 dimensions, les visages, percevoir les objets, savoir que ça c'est un pointeur, savoir que ça c'est un ordinateur, donc vous avez toute cette capacité-là, et la réalisation des gestes, donc capacité à repasser le linge, capacité à conduire l'automobile, capacité à faire un signe de croix, capacité à utiliser en fait les gestes pour faire différentes choses au niveau quotidien. Donc, c'est ce qu'on appelle les fonctions cognitives, la cognition. Alors, qu'est-ce qui change chez quelqu'un qui vieillit? Normalement, j'aime pas beaucoup le terme normalement, mais chez quelqu'un qui n'a pas de maladie, de pathologie. Comment le cerveau change en vieillissant? Bien, il va avoir une perte de la masse du cerveau. Une légère perte, ça, tout le monde, on va y être confronté. Notre nombre de neurones va également diminuer. La vitesse et l'efficacité de la transmission en 2, 3, 4 neurones, donc le courant électrique, les messagers neurochimiques, ça va être un peu plus ralenti. Et les neurotransmetteurs, donc les messagers chimiques qui circulent entre les neurones, vont être également perturbés ou diminués. Donc, ce sont des diminutions tout à fait normales qui vont m'entraîner la perte de certaines capacités qu'on retrouve chez tout le monde, qui sont ce qu'on appelle le vieillissement normal. Donc, par contre, il y a des choses qui demeurent préservées en vieillissant. Qu'est-ce qui demeure préservé? C'est certains apprentissages et la mémoire, entre autres la mémoire des connaissances. Vous savez que Paris, c'est la capitale de la France et que la Tour Eiffel est en France. Ça demeure très bien préservé au courant de la vie. Les habiletés également, faire du ski, jouer au tennis, faire du vélo, c'est des choses qui sont automatisées. C'est des choses que vous allez conserver très longtemps. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai fait du ski quand j'étais jeune. J'ai arrêté pendant 15 ans. Et j'ai recommencé, et en 2 ou 3 descentes, là, j'avais déjà retrouvé à peu près le même niveau d'habilité que j'avais il y a 10 ans. Donc, c'est des connaissances, des habiletés qui demeurent préservées très bien longtemps avec le vieillissement. Le langage demeure également assez bien préservé. Par contre, ce qui va apparaître, c'est un petit manque du mot. C'est l'impression de devoir chercher les mots. On a le mot sur le bout de la langue, mais il ne nous vient pas. Ça arrive plus souvent en vieillissant. Et souvent, à un moment donné, pouf! Le mot va nous apparaître et là, on va trouver le nom qu'on cherchait ou le nom de la ville, le nom du restaurant. La perception également, quand la vue est bonne, quand les gens ont des lunettes, quand tous les sens ont été bien préservés, la perception va être bien réalisée et la réalisation des gestes également va être bien préservée. Donc, il y a des choses qui demeurent bien préservées dans le vieillissement normal, mais il y a des choses qui vont diminuer. Qu'est-ce qui diminue? C'est qu'on retrouve un certain ralentissement de la vitesse à traiter les informations. Ça devient un peu plus difficile de traiter le flot d'informations qui nous arrive. Difficulté à faire 2 tâches en même temps, donc l'attention divisée. Plus difficile d'écouter une conversation pendant qu'on écoute la TV. Plus difficile d'étudier, par exemple, pendant qu'on écoute de la musique. Moi, quand j'étais adolescent, je mettais la musique au bout et j'étais capable d'étudier mes examens. Maintenant, je ne suis plus capable de faire ça. Je dois vraiment être concentré. Je ne peux plus faire 2 choses en même temps. Au niveau des fonctions exécutives, ça va être un peu plus difficile de résoudre des problèmes. Il va falloir faire des listes, il va falloir réfléchir un peu plus, marquer les choses à l'agenda, prévoir d'avance les choses. Et au niveau de la mémoire et de l'apprentissage, ça va être un peu plus difficile de récupérer les souvenirs. Et encore une fois, ça va nous revenir ces souvenirs-là dans quelques secondes, quelques minutes. Bon, on peut se buter à certains obstacles, de se rappeler qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai mangé hier, donc qu'est-ce que je dois faire durant la journée. Donc, c'est des choses qui arrivent tout à fait normalement. Et ça se manifeste comment dans la vie de tous les jours? Bien, ça va être, les gens vont oublier des événements qu'on dit insignifiants, des détails. C'est des choses que les gens n'enregistreront plus. Ils vont quand même bien enregistrer les choses qui sont importantes. Oublie de rappeler, ça va être aidé par certains indices et par le passage du temps. Donc, s'il y a un nom de restaurant qu'on n'est pas capable de retenir, souvent, il va nous revenir ce nom-là dans quelques temps, dans quelques secondes. Et les personnes qui vieillissent normalement et qui ont ces changements-là sont tout à fait conscientes de ces changements-là. C'est souvent l'entourage qui va dire « Ben non, elle s'en fait trop, elle s'en fait beaucoup trop ». Mais la personne comme telle va buter là-dessus. C'est « Ah, je suis moins bon que d'habitude, je vois que j'en perds un peu ». Mais c'est des pertes qui sont tout à fait normales, qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Et la personne en est très consciente de son niveau de capacité.
Et la personne en elle-même va être capable d'élaborer des stratégies, donc va utiliser l'agenda, va utiliser l'iPad, la tablette, va faire des listes. Donc la personne sent qu'elle est un peu plus fragile, un peu plus ralentie, un peu plus difficile à enregistrer les souvenirs, donc elle va d'elle-même utiliser différents outils disponibles pour compenser ces légers problèmes qu'il va y avoir. Et c'est généralement non progressif, cette perte-là associée au vieillissement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'Alzheimer, on ne parle pas de troubles cognitifs majeurs. C'est des choses qui n'évoluent pas souvent vers un trouble plus majeur. Donc, on va parler de symptômes qui sont tout à fait bénins et que la plupart des personnes en vieillissant vont vivre. Le problème, c'est quand ça devient plus important, anormal, là, on va parler de présence de troubles cognitifs. Donc, quelle est la cognition dans le Parkinson? Comment ça se passe? Est-ce que c'est beaucoup de gens qui ont des problèmes cognitifs? Donc, on va regarder ça ensemble. Habituellement, dans les débuts de la maladie, il y a des choses qu'on va observer tranquillement. La personne peut s'en rendre compte, mais l'entourage va également s'en rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est une légère diminution à traiter, la vitesse à traiter les informations, un léger ralentissement cognitif, qu'on dit. Plus de difficulté à suivre une longue conversation. Plus de difficulté à retenir les consignes qui sont complexes, par exemple, à faire plusieurs activités en même temps. L'attention va baisser un peu également, donc difficulté à faire deux choses en même temps, mais ces changements-là sont un peu plus importants que ceux qu'on observe dans le vieillissement normal. Plus de difficulté à planifier les choses, plus de difficulté à organiser les choses. Et les gens vont avoir des petits problèmes de mémoire qui sont surtout associés à des difficultés à récupérer les informations. Donc, les informations sont enregistrées, mais c'est difficile pour les gens de les rappeler. Donc, souvent, si on leur donne un choix de réponse, si on leur donne un indice, oups, ils vont être capables d'aller chercher ces informations-là. Donc, dans les débuts de la maladie de Parkinson, c'est des petits symptômes qui vont apparaître et qui peuvent déranger ou non certaines personnes. Mais plus ça va, plus la maladie avance, là, ce qu'on va voir, c'est des changements un peu plus tardifs au niveau de la cognition. Donc, ce qui est en gras, c'est les changements qui vont apparaître un peu plus tard. Donc, difficulté à résoudre des problèmes, à bien planifier les choses, à organiser un souper, à participer aux tâches ménagères, par exemple. Ça va être beaucoup plus difficile. D'enregistrer les souvenirs. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une difficulté à récupérer les souvenirs. Maintenant, ça va être une difficulté à les garder en mémoire, ces souvenirs-là. Donc, les gens vont enregistrer des choses, mais oups, ça va disparaître. Donc, leur cerveau n'est plus en mesure d'enregistrer adéquatement les souvenirs. Il peut apparaître des problèmes à percevoir l'environnement, percevoir les objets, les 3 dimensions, reconnaître les visages, difficulté de langage un peu plus important, donc difficulté à trouver les bons mots, difficulté à bien comprendre les choses, difficulté d'écriture, difficulté de lecture qui vont commencer à apparaître et de réaliser certains gestes comme faire le repassage, faire le ménage, s'habiller. Donc malheureusement, ce sont des changements qu'on voit apparaître au cours de la maladie, pas chez tout le monde. Il faut faire attention également avec les troubles moteurs. Il peut y avoir là, un mélange de troubles cognitifs et de troubles moteurs, mais c'est des choses auxquelles vous pouvez être confronté ou que l'entourage peut être confronté. Donc, si aujourd'hui, si vous étiez 100 dans la salle ici, 100 personnes avec la maladie de Parkinson et que j'évaluais votre cognition, j'aurais à peu près le tableau qui est ici. Donc, le tiers aurait une cognition que je dis normale, associée au vieillissement normal. Un autre tiers qui aurait ce qu'on appelle un trouble cognitif léger. Donc, présence de petits problèmes cognitifs qui n'ont pas vraiment d'impact majeur dans la vie de tous les jours. Donc, vous êtes toujours capable de bien fonctionner professionnellement, socialement, mais c'est un peu plus difficile de faire les tâches complexes. C'est un peu plus difficile de faire les choses. Donc, on va parler de troubles cognitifs légers. Et un autre tiers aurait ce qu'on appelle un trouble cognitif majeur. Donc là, c'est difficulté, vraiment besoin d'aide pour effectuer les tâches au quotidien, effectuer les tâches professionnelles, les tâches sociales. Et ce qui est vraiment pas intéressant, c'est que si on regarde ces mêmes 100 personnes-là et qu'on les reprend dans 10 à 15 ans, le tableau va vraiment changer. C'est près de 80%, 8 personnes sur 10 qui vont présenter des troubles cognitifs majeurs. D'accord? D'autres personnes vont demeurer avec un trouble cognitif léger et un petit pourcentage va continuer à avoir une cognition qu'on dit normale. Donc, il faut y faire face. C'est quelque chose qu'on connaît de mieux en mieux. C'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, mais il y a malheureusement une grande proportion de gens qui développent le Parkinson et qui, vers la fin de la maladie, au milieu de la maladie, peuvent présenter des problèmes cognitifs qui vont les empêcher de bien fonctionner. Donc, il faut essayer de prévenir
Il faut également faire beaucoup de recherches au cours des prochaines années pour découvrir des molécules qui vont aider à diminuer cette progression-là des problèmes cognitifs. Je vous ai parlé tout à l'heure du trouble cognitif léger. Vous allez en entendre de plus en plus parler parce que la recherche utilise beaucoup ce concept-là. Qu'est-ce que c'est un trouble cognitif léger? C'est, premièrement, la personne doit se plaindre d'avoir une baisse au niveau de ses capacités. Et cette plainte-là peut également provenir de l'entourage ou du médecin ou d'un autre professionnel de la santé. Donc, on remarque subjectivement que la personne est en train de perdre certaines capacités cognitives. Et on doit l'évaluer avec des tests. Nous, en neuropsychologie, on a toute une batterie de tests qui nous permet vraiment de comparer quelqu'un, une personne qui a la maladie de Parkinson, à une autre personne d'un âge comparable et d'un niveau d'éducation comparable pour vraiment documenter qu'à cette fonction-là, comme à l'attention par exemple, il y a vraiment un déficit. D'accord? Il y a vraiment une baisse qui est significative. Mais ça ne doit pas interférer avec les activités de la vie de tous les jours. Donc, la personne a un problème cognitif, a des difficultés, des baisses, mais elle est toujours capable de fonctionner dans le quotidien. Toujours capable d'accomplir son travail, toujours capable d'avoir des activités sociales, de faire les choses. Certains problèmes vont apparaître dans les choses complexes, comme vraiment travailler, faire un budget par exemple, mais c'est quand même minime. Donc, la personne fonctionne relativement bien. Et si vous êtes intéressé, il y a des critères qui ont été définis en 2012 par une task force dans la revue Movement Disorder. Donc, c'est vraiment, ils décrivent les critères diagnostiques du trouble cognitif léger. Quand on parle de trouble cognitif majeur, ce sont les mêmes critères. Donc, présence d'une plainte, on remarque qu'il y a quelque chose qui a baissé, on l'objective, ces fonctions-là, mais malheureusement, ici, ça va interférer avec la vie de tous les jours, avec les activités quotidiennes, les activités domestiques, les capacités sociales, de socialiser, les capacités également professionnelles. Donc, la personne ne sera plus capable par elle-même d'effectuer ces tâches-là en raison de la sévérité de ces problèmes cognitifs. Donc, on va parler de troubles cognitifs majeurs. Et il y a... Ah, il y a un N apostrophe que j'aurais dit. Oui, c'est le pas. Désolé, merci. Donc, le pas, on devrait l'enlever ici. Dans ce que je vais mettre sur le site, ça va être enlevé. Et il y a des critères qui ont été définis en 2007, toujours dans la revue Movement Disorder, qui permettent de mieux comprendre, de mieux caractériser ces problèmes cognitifs majeurs-là. Et l'évolution, comment ça évolue? Donc, quand on parle d'une cognition normale, on va parfois voir une perte et la personne va atteindre les critères du trouble cognitif léger. Une fois qu'on a les troubles cognitifs légers, parfois il y a certains individus qui vont revenir à la normale, d'autres qui vont demeurer stables et d'autres qui malheureusement vont continuer à décliner. Les problèmes cognitifs vont devenir modérés et par la suite les problèmes vont devenir majeurs. Parfois le trouble cognitif léger, ici ça peut être dû à des problèmes par exemple d'humeur. Problème de dépression, ajustement de médication parfois qui n'est pas tout à fait adéquat. Donc, c'est important d'être bien évalué et de suivre la progression parce que quelqu'un qui a un trouble cognitif léger pourrait revenir à la normale ou pourrait se stabiliser, par exemple. Ça se pourrait qu'il y ait un petit accident vasculaire dans le cerveau et qu'il fasse passer d'une personne normale vers un trouble cognitif léger, mais ce petit accident vasculaire-là va demeurer stable. Donc, il va y avoir présence, là, vraiment, continuité de la stabilité. Donc, c'est quand même important de documenter et de mesurer ces choses-là. Et comment vous, dans l'entourage, ou vous, comme personne, pouvez détecter dans la vie de tous les jours la possibilité qu'il y ait la présence d'un trouble cognitif? Est-ce que l'individu de la personne retient bien les consignes que vous lui dites? Est-ce que la personne est orientée? Où elle se trouve, donc au niveau spatial, la région, la province, la maison? Est-ce que la personne sait où elle se trouve? En quelle année sommes-nous? Quel mois? Quelle journée? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez discuter là, au quotidien avec les gens et orienter au niveau personnel, son nom, son âge, ses parents, les enfants. Donc, essayez de voir un peu par des questions très, très simples comment ça se passe, si la personne est bien orientée. Est-ce que la personne est de plus en plus distraite? Donc, part un peu dans la lune, difficulté également à comprendre les choses, difficulté à porter son attention sur quelque chose de précis. Donc, est-ce que la personne est facilement distraite? Est-ce qu'elle est capable de bien gérer ses traitements, par exemple? Donc, quel traitement elle prend, la quantité, le moment de la journée? Donc, ça, c'est des petits indices qui peuvent nous faire détecter qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que la personne est impulsive? Être impulsif, c'est, par exemple, vous êtes en chaise roulante et vous oubliez de mettre les freins
pour vous lever. Donc ça, c'est de l'impulsivité. Est-ce que la personne va faire un geste des fois trop rapide qui va entraîner des différentes erreurs? C'est ça quand on parle d'impulsivité. Est-ce que la personne a besoin d'encadrement? Est-ce que la personne a besoin de faire une liste, par exemple? Est-ce que la personne a besoin qu'on lui rappelle ses rendez-vous? Ou est-ce que la personne a besoin d'aide pour préparer le repas, pour savoir dans quel ordre mettre les différents aliments à cuisiner, à cuire, par exemple? Est-ce que la personne a besoin d'être encadrée? Donc, si vous notez ça, gênez-vous pas pour en parler à votre médecin, d'accord? Vous ne serez pas caractérisé, là. L'important, c'est d'en parler parce qu'il y a des choses à faire, d'accord? Premièrement, il faut l'objectiver. Donc, votre médecin ou votre neurologue va faire un dépistage. Il pourrait vous passer un test qui va permettre d'objectiver qu'il y a effectivement quelque chose qu'il faudrait suivre un peu plus et l'évolution de ça. Et si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir être référé à un neuropsychologue. Le problème, c'est qu'il y a peu de neuropsychologues et ça peut coûter cher en privé, en fait. C'est comme les psychologues, donc il faut payer. Donc, si vous avez des assurances, c'est correct. Mais dans le milieu hospitalier, il y a très peu de neuropsychologues, donc c'est une espèce un peu rare. Mais pourquoi consulter un neuropsychologue? C'est que le neuropsychologue, lui, va avoir des tests beaucoup plus poussés qui va lui permettre de mieux connaître la nature et la sévérité des problèmes cognitifs. Il va également pouvoir identifier les fonctions qui sont préservées, donc sur lesquelles vous allez pouvoir vous aider pour essayer de compenser les faiblesses que vous avez. Il va transmettre des recommandations à la famille, aux médecins, à l'entourage, aux autres professionnels pour essayer de compenser, de minimiser l'impact de ces problèmes cognitifs-là. Il va suivre l'évolution dans le temps, donc à tous les ans, il va pouvoir repasser le même examen et voir si les choses se sont améliorées, si les choses se sont stabilisées ou si les choses ont malheureusement décliné. Et il va pouvoir en fait améliorer la prise en charge avec l'équipe traitante, avec le neurologue, avec le médecin, avec les ergothérapeutes, avec les travailleurs sociaux. Donc, il y a possibilité, lorsqu'on travaille en équipe comme ça, que le neuropsychologue puisse aider les autres professionnels à mieux adapter leurs interventions. Et quand on parle de dépistage, il y a plusieurs tests qui ont été validés. Le SCOPA-COGN, le PDCRS, le MDRS, donc c'est des noms là, que les professionnels connaissent. On doit souvent vous faire passer le Mini Mental State Examination, le MMSE, mais c'est un test qui est peu sensible aux gens qui commencent à avoir des troubles cognitifs et qui sont capables de les compenser parce qu'ils ont une éducation élevée. Et ce n'est pas un test qui a été conçu pour détecter les problèmes cognitifs dans la maladie de Parkinson. C'est surtout un test qui est utilisé pour la maladie d'Alzheimer et les profils cognitifs sont différents entre la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Donc, le test qui commence à être de plus en plus utilisé et validé, c'est le MoCA. Donc, c'est un test qui ressemble beaucoup au Mini Mental. C'est sur 30 points. Ça se passe en 5 à 10 minutes. C'est relativement simple, gratuit. Il y a plusieurs versions, ce qui permet de suivre dans le temps l'évolution des problèmes cognitifs. Et c'est fait en plusieurs langues également. Si ça vous intéresse, il y a l'adresse courriel qui est ici. Pas l'adresse courriel, mais la référence qui est ici et le site Internet. Donc, les gens qui sont infirmiers, infirmières, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes peuvent l'administrer. Là, il ne faut pas être spécialisé pour l'administrer. Donc, c'est un test qui est plus sensible que le Mini Mental pour détecter, dépister les problèmes cognitifs chez les gens qui ont la maladie de Parkinson. Et pourquoi il y a des problèmes cognitifs? C'est que, vous le savez, la dopamine vient à manquer dans le Parkinson, ce qui va entraîner l'apparition de problèmes moteurs. Par contre, il y a d'autres systèmes qui sont également atteints, d'autres messagers chimiques. On va parler de l'acétylcholine et de la noradrénaline. Donc, l'atteinte de tous ces systèmes-là, qui sont importants pour la cognition, vont nécessairement entraîner des diminutions, des pertes au niveau de la cognition. Et quels sont les facteurs de risque? Qu'est-ce qui vous met à risque de développer des troubles cognitifs? L'âge est un des plus grands facteurs de risque. Quand on parle de cancer, d'Alzheimer, de Parkinson, l'âge est un des facteurs de risque les plus importants. Et en vieillissant, si on a également la maladie de Parkinson, c'est un facteur de risque. Donc, plus vous vieillissez, plus vous avez de chances d'avoir des problèmes cognitifs. Les gens qui ont la forme plus sévère de parkinsonisme, qui est associée à une rigidité, à une instabilité posturale, à des troubles de la démarche, sont à risque. Hein? Quand on parle de facteurs à risque, c'est une probabilité plus élevée. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement développer des problèmes cognitifs, mais vous êtes plus à risque que quelqu'un qui est jeune, que quelqu'un qui n'a pas la forme akinito-rigide. Les gens qui ont une tristesse excessive, donc dépression,
Ça peut brouiller le portrait, ça peut faire croire à des problèmes cognitifs, mais ça pourrait également faire croire à la possibilité d'en développer. Les hallucinations qui ne sont pas dues à la médication, mais des hallucinations et l'apathie. Ici, il y a une étude qui est sortie dernièrement qui montrait que les gens qui ont, c'est certain, les gens qui ont un problème cognitif léger, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le graphique, ont plus de chances de développer un trouble cognitif majeur parce qu'ils sont déjà sur le chemin de. Et les gens qui ont ce qu'on appelle des rêves agités. Si durant la nuit, vous avez tendance à frapper, à acter vos rêves, à mimer vos rêves, c'est ce qu'on appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal. C'est environ 50% des gens qui ont la maladie de Parkinson qui ont ce trouble-là. Ça serait également un facteur de risque à l'apparition de problèmes cognitifs. Et ça va se manifester par la prise de votre médication. Ça va devenir plus compliqué de connaître les médicaments, de connaître le dosage et quand les prendre. Ça peut avoir un impact sur la conduite automobile. C'est un sujet qui est très délicat, mais il faut en parler quand même parce que c'est pour votre sécurité, mais la sécurité de votre famille et la sécurité des gens qui sont dans la rue. Donc, avoir des problèmes cognitifs majeurs va nécessairement entraîner des difficultés à conduire. Donc, parlez-en à votre médecin. Je sais que c'est hyper délicat comme sujet, mais c'est une responsabilité à la fois de votre entourage, mais de votre responsabilité également. Un peu plus d'isolation sociale et professionnelle. Vous avez tendance à ne pas aller aux rencontres de famille, vous avez tendance à vouloir demeurer seul parce que c'est plus difficile pour vous de suivre des conversations, c'est plus difficile pour vous de retenir les choses. Donc, il y a un isolement qui est là. Donc, il faut y faire attention à cet isolement-là. Difficulté à réaliser les tâches quotidiennes, domestiques, faire le ménage, faire le lavage, faire les repas, faire le budget, aller faire les commissions. Donc, ça devient plus ardu, plus difficile. Également, ce qu'on voit également chez les gens qui ont des problèmes cognitifs majeurs, c'est que la capacité de se nourrir va être diminuée au sens que la nourriture va être moins diversifiée. On va oublier parfois d'acheter certaines choses, surtout les gens qui sont isolés, les gens qui sont seuls. Donc, l'épicerie ne sera plus fait pareil, la nourriture est moins diversifiée, donc ça peut entraîner des problèmes nutritionnels qui vont accentuer des problèmes de santé. Et baisse bien sûr de la qualité de vie, à la fois pour l'entourage et à la fois pour la personne qui souffre de troubles cognitifs. C'est malheureux, mais c'est ça. Il y a une baisse de la qualité de vie, une baisse de l'autonomie. Et la présence de problèmes cognitifs, c'est un des facteurs qui met les gens les plus à risque d'aller en placement, là, de se faire aller dans une maison de placement comme tel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, actuellement, il n'existe pas de médicaments comme la L-Dopa, par exemple, qui va vraiment permettre d'atténuer de façon importante les problèmes cognitifs. Il faut tout d'abord les prévenir, comme on peut avec les capacités qu'on a. Donc, envisagez certains agents pharmacologiques, donc parlez-en à votre médecin. Il y a certains agents qui peuvent diminuer pendant un certain temps la présence des problèmes cognitifs. D'accord? Mais c'est très court comme durée, mais ça peut être efficace quelques semaines, quelques mois, pour vous permettre en fait de mieux peut-être classer vos choses, de commencer à réfléchir, à faire du ménage un peu dans votre quotidien. Éliminer d'autres conditions médicales. Donc, si vous sentez que vous êtes peut-être à risque et que vous commencez à développer des troubles cognitifs, il y a quand même des choses à faire. Des tests visuels pour s'assurer que ce n'est pas un problème de vision, des tests au niveau de l'ouïe. C'est très basic, c'est très de base, mais il faut faire attention à ça. C'est peut-être que vous êtes également très somnolent à cause de votre médication. Donc, en parler à votre médecin, c'est peut-être une question de vigilance, de baisse de vigilance, d'augmentation de votre somnolence. Vous avez peut-être un trouble de l'humeur qui va avoir un impact, qui va venir brouiller les troubles cognitifs, donc peut-être parce que vous êtes déprimé ou anxieux, ça peut avoir un impact sur votre capacité cognitive. Et également, il y a certaines médications qui pourraient être revues par votre médecin pour s'assurer là, que tout est bien contrôlé. Le soutien psychosocial est très important. Donc, s'assurer d'avoir vraiment dans son entourage des gens avec qui vous pouvez parler, vous pouvez socialiser. C'est démontré que plus les gens vont socialiser, avoir un cercle d'amis et d'activités, moins ils sont à risque de développer des troubles cognitifs. Il y a ce qu'on appelle la rééducation cognitive. C'est très, très peu fait au Québec, mais il y a certaines personnes qui en font. Donc, ce sont des exercices cognitifs qui vont vous permettre de compenser la survenue de déficits. D'accord? Et là, je ne parle pas de tests à l'ordinateur qu'on vend et qui permettent de vous pratiquer dans un jeu. Là. Je parle vraiment de neuropsychologues, de psychologues, d'ergothérapeutes spécialisés dans la rééducation. Donc, la capacité, c'est souvent en groupe que ça va se faire, en groupe de 5 à 6 personnes. Essayez de voir si vous pouvez trouver des façons, des outils qui vont vous permettre de compenser
les déficits qui commencent à apparaître. Et bien sûr, c'est un travail qui se fait en équipe. Donc, idéalement, votre médecin, votre neurologue, si vous avez un gériatre, un psychiatre, le neuropsychologue, l'infirmière, l'ergothérapeute, et j'en oublie, là, désolé s'il y a d'autres professionnels ici, mais c'est vraiment c'est un travail d'équipe. Autant la gestion des problèmes moteurs est un travail parfois d'équipe, autant la gestion des problèmes de l'humeur, c'est également une gestion d'équipe. Bien, la gestion des problèmes cognitifs doit également, selon moi, se faire en équipe. Donc, aviser les autres professionnels que vous consultez de la présence de vos troubles cognitifs. Et il y a des menaces qu'il faut éviter. Et là, c'est classique, hein? C'est tous les facteurs de risque vasculaire, donc l'hypertension, l'excès de cholestérol, le diabète, le tabagisme, l'obésité et la sédentarité. Ce sont des menaces à l'apparition de problèmes cognitifs. Donc, il faut prévenir plutôt que guérir. Donc, commencer dès maintenant. Et ça, on le dit, dans les journaux, on en parle beaucoup. L'exercice physique est important pour oxygéner le cerveau, pour permettre justement une meilleure santé cérébrale, bien s'alimenter, socialiser, voir des amis, discuter, avoir des loisirs et des activités qui sont intellectuellement stimulantes. Hein, jouer aux échecs, rencontrer des gens, jouer aux cartes, faire des jeux de société ensemble. Cultiver sa santé affective. Donc, si vous sentez que vous êtes plus triste, plus anxieux, n'hésitez pas à demander de l'aide, à la fois médicale et psychosociale également. Et bien dormir. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile hein, avec le Parkinson. C'est presque tous les gens qui vont souffrir de problèmes de sommeil à un moment donné, mais d'éviter les stimulants. Et si vous faites une sieste, essayez de faire une courte sieste qui ne dépasse pas 30 à 45 minutes. Et si possible, faire une sieste avant 14 heures. Si vous faites une sieste plus longue et plus tard, vous allez détruire votre sommeil de nuit. D'accord? Vous allez empiéter sur votre sommeil de nuit et votre sommeil de nuit va être moins bon. Et on parle également d'ajustement de la médication. Donc, parlez-en également de vos problèmes de sommeil à votre médecin, à votre neurologue pour qu'il puisse faire de son mieux pour atténuer ces effets-là. Et quoi faire très, très au quotidien? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vos intervenants peuvent faire et vos aidants peuvent faire? Si vous avez un ralentissement, lorsque vous traitez les informations, vous êtes un peu plus ralenti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut alléger son horaire et prévoir du temps. Donc, dans une journée, au lieu de se mettre 10 à 15 choses à faire, on en met 5 à faire. D'accord? 5 à 10 projets dans la journée ou étapes ou activités qu'on veut faire. Bon, on diminue, puis on fait ce qu'on est capable de faire. Et on s'accorde un peu plus de temps pour le faire. Si aller faire l'épicerie, ça vous prenait 1 heure avant, puis que maintenant, ça vous prend 1h30, 2 heures, bien, c'est comme ça. Prévoyez le temps nécessaire pour le faire. Et bien sûr, informez votre entourage que c'est un peu plus difficile pour vous de suivre les conversations, pour faire les choses. L'entourage va souvent s'ajuster et va comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui ont le Parkinson qu'on voit et on a l'impression que c'est leur capacité cognitive qui sont atteintes, mais c'est le ralentissement qui a un impact. Si on leur laisse le temps de se remémorer les choses, ils vont être capables. Moi, quand j'évalue des gens avec la maladie de Parkinson, des fois, c'est très, très long, c'est très ralenti, mais au bout du compte, ils sont tout à fait normaux sur le plan cognitif parce que tout ce qu'ils ont besoin, c'est de temps pour faire les choses. Donc, faites bien attention de ne pas tout de suite parler de troubles cognitifs lorsque la personne est très ralentie. Si vous avez des troubles au niveau de l'attention, vous allez être plus distrait, donc plus sensible à l'interférence, aux bruits qui ne sont pas importants. Vous allez avoir de la difficulté à porter attention à plusieurs choses à la fois. Vous allez être diminué sur le plan de la vigilance, de l'attention soutenue. Vous allez avoir de la difficulté à comprendre les consignes complexes. Donc, si quelqu'un vous dit « Ce soir, viens me trouver à 18h30, n'oublie pas d'amener mon oncle Régent. » Et « Ah oui, amène en même temps de la pâte pour faire les tartes. » Donc, ça fait vraiment une consigne qui est très, très complexe et que la personne ne sera pas capable de suivre. Donc, allez-y par petites consignes simples et assurez-vous de la compréhension de la personne. Donc, on peut lui dire le même discours, mais par des consignes séparées avec un point et lui demander par la suite de répéter, de s'assurer qu'elle a bien compris ce qu'on lui a dit. Et bien sûr, si les capacités attentionnelles sont baissées, ça va être plus difficile de retenir les choses, d'avoir des bonnes capacités de mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Éviter les situations d'attention divisée, faire une seule tâche à la fois. Si vous avez de la difficulté dans une conversation à suivre les choses, dans un restaurant, moi, ça m'arrive souvent, on va dans un restaurant où il y a beaucoup de monde et là, je suis incapable de pouvoir suivre la conversation. Bien, pourquoi je ne choisirais pas un restaurant où il y a moins de monde, moins de bruit? Si vous écoutez la TV, c'est difficile,
bien, éliminer les tâches autour, les autres bruits, les bruits de la circulation dehors, par exemple. Donc, diminuer les sources de distraction. Respectez vos capacités durant la journée. Prenez des pauses et faites des périodes de travail un peu plus courtes. Gardez un contact visuel lors de l'expression des consignes. Très, très important, si vous êtes face à votre médecin, à un intervenant, gardez un contact visuel avec lui pour qu'il s'assure que vous comprenez bien et pour vous assurer que vous comprenez bien également. Parce que si vous parlez et que la personne regarde ailleurs, c'est qu'il y a une distraction quelconque. La distraction, ça peut être une lumière dans le bureau, ça peut être un tableau, ça peut être un outil. Donc, s'assurer d'avoir un bon contact visuel avec la personne lorsqu'on lui parle. Donner des consignes simples. Et bien sûr, s'il y a des consignes écrites qui sont remises, les souligner avec un marqueur, faire des astérix aux endroits qui sont importants dans le texte pour attirer l'attention de la personne sur les informations qui sont importantes. Vous savez, les contrats qu'on doit lire, tout ça, il y a un paquet d'informations inintéressantes, mais d'aller souligner les choses qui sont importantes. Les troubles de la mémoire, l'impact, bien sûr, ça va être d'oublier sa médication, oublier les consignes, oublier les endroits, oublier ce qu'on doit faire durant la journée. Donc, il y a vraiment une perte d'information qui est là. Ces oublis-là, dans les débuts de la maladie, vont souvent être associés à des difficultés à encoder les choses. Donc, à écouter une personne pour bien retenir ce qu'elle dit et la capacité à aller récupérer ces informations-là. Donc, les souvenirs sont quelque part dans la tête, mais ils sont inaccessibles ou ils ont de la difficulté à rentrer. Donc, on doit donner des indices, on doit faire marquer les choses, utiliser un agenda. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Utiliser des indices de récupération, des choix de réponse. Hier, on a vu mon oncle, tu te rappelles, est-ce que c'était mon oncle Robert, est-ce que c'était mon oncle Gilles ou mon oncle Jean? Ah, c'était mon oncle Gilles. Mais la personne peut avoir de la difficulté sans ces indices-là à rappeler le nom. Donc, donner des indices, donner des aides pour se rappeler. Placer les objets toujours aux mêmes endroits, les lunettes, les clés, le portefeuille. Donc, trouver un endroit dans la maison où c'est toujours à la même place. Comme ça, la personne n'aura pas à faire le tour de la maison pour retrouver ses lunettes. Utiliser des photos lorsque la personne voit des nouveaux intervenants, un nouveau physiothérapeute, un nouveau travailleur social, bien, associer des photos de personnes, des gens, pour que la personne les reconnaisse plus facilement. Son médecin, son neurologue, demandez des photos, gênez-vous pas. Souvent, les ergothérapeutes vont même faire un cahier de photographies là, pour aider. Donc, les petits-enfants, les cousins, cousines, gênez-vous pas pour avoir des photos de ces gens-là. Ça va aider à retenir les informations. Utiliser d'autres modalités comme le toucher, les modalités visuelles. Réduire le nombre d'apprentissages. Hein. Si vous voyez que quelqu'un a plus de difficulté à retenir les choses, ben, donnez-lui moins de choses à apprendre tout simplement. Pour les repas, pour les médicaments, essayez d'avoir une routine, d'accord? Les repas, le lever, le coucher, de toujours prendre les médicaments au même moment de la journée. Et bon, les clés, les lunettes au même endroit, le portefeuille, comme je viens de le dire. L'agenda. Il faut faire attention pour éviter les petits bouts de papier jaune qu'on laisse un peu partout dans la maison et qu'on n'arrive pas à retrouver. Et bon, c'est des listes qu'on se fait, mais c'est des listes qui vont nous mélanger plus qu'autre chose. Essayez de tout centraliser à un même endroit, donc un petit agenda personnel que vous traînez avec vous, avec lequel vous pouvez sortir de la maison, mais c'est dans cet agenda-là que vous allez écrire les choses. Donc, vous n'allez pas vous disperser avec des dizaines et des dizaines de petits papiers jaunes. Donc, favorisez les agendas de petite dimension, hein? Ça, c'est trop gros. Il y a des agendas qui sont immenses comme ça, c'est trop gros. Donc, un petit agenda, là, qui est à peu près gros comme ça, que vous pouvez glisser dans votre sacoche ou traîner facilement avec vous. Il y a les tablettes maintenant que vous pouvez utiliser également, donc à peu près la grosseur d'une tablette. Optez pour des agendas simples, donc essayez d'avoir à peu près là, une page par jour, c'est souvent inutile. Il y a des gros agendas dans lesquels on a une page par jour et là, on écrit plein de choses. Essayez d'avoir à peu près une semaine que vous pouvez voir et pour marquer les rendez-vous importants, les choses importantes à faire. Vous pouvez le personnaliser, donc ajouter des sections, des mémos, des couleurs, donc les numéros de téléphone importants, les noms des personnes de la famille, par exemple, les numéros d'urgence, hein, tout ce qui est associé à votre médecin, à votre neurologue, à l'urgence, au CLSC. Vous pouvez vraiment le personnaliser, mettre des couleurs, mettre des petits, les petits papiers jaunes, vous pouvez les mettre dans votre agenda pour vous aider à retrouver les pages qui sont importantes et surtout le consulter. Donc, autrement dit, commencez le plus tôt possible à utiliser un agenda. Parce que ce n'est pas lorsque les problèmes cognitifs vont commencer que vous allez devoir l'utiliser parce qu'il est trop tard. La routine d'utiliser un agenda, d'utiliser une tablette pour noter les choses importantes, vous devez le faire avant même l'apparition des problèmes cognitifs pour que ça devienne une routine.
Pour ce qui est des fonctions exécutives, quelques petits trucs, ben, c'est en fait les impacts qu'on va observer, c'est difficulté à suivre les étapes d'une activité, à la planifier, à l'ajuster. Il y a ce qu'on appelle la rigidité cognitive. La rigidité cognitive, c'est lorsqu'on fait une tâche et qu'on a une erreur, qu'on fait face à un obstacle, on est incapable de s'en distancer pour trouver une solution alternative. C'est ce qu'on appelle la flexibilité mentale, la capacité à trouver plusieurs solutions pour permettre de résoudre un problème. Et face à un échec, à un obstacle, on est capable de trouver une autre solution. D'accord? Nos patates viennent de brûler au four. Si on s'entête à vouloir les servir, si on s'entête et on panique, on fait preuve de rigidité. Si on est capable de s'en distancer puis de dire « OK, est-ce que j'ai autre chose que des patates que je peux faire cuire en 20 minutes? Ah oui, il y a le riz. Je vais aller chercher du riz. J'ai d'autres patates? Parfait, j'ai d'autres patates. » Donc, vous avez une capacité à être flexible. Bien, les gens qui ont des problèmes au niveau des fonctions exécutives vont être un peu plus rigides. Ils vont avoir cette difficulté-là à trouver des alternatives. On peut voir de l'apathie également. L'apathie, c'est la difficulté à pouvoir avoir une énergie, pas l'énergie, là, c'est pas de la fatigue, mais d'avoir ce qu'on appelle de l'initiative. D'accord? Et l'impulsivité, donc faire les choses sans trop réfléchir, les faire trop rapidement, ce qui peut causer des obstacles, ce qui peut causer des difficultés. Quoi faire? Planifier les tâches et les activités. Donc, en débutant votre journée, faites-vous une petite liste dans laquelle vous inscrivez les tâches que vous devez faire dans la journée, quand vous allez les faire et dans quelle étape vous allez les faire. Donc, aidez-vous d'un support visuel, écriture. Donc, faire une liste, y aller par priorité. D'accord? J'ai 10 choses à faire aujourd'hui, c'est trop, mais lesquelles sont vraiment importantes? 5, 6, d'accord, je vais me concentrer sur eux autres. Encadrer la personne selon ses besoins, procéder par étapes. Donc, si vous voyez vous pouvez la faire participer au repas, mais en la guidant, en lui disant, bien maintenant, c'est le temps de couper les pommes de terre, vas-y, il te faut un couteau. Donc, n'ayez pas peur de faire participer les gens en les guidant. Décortiquer les différentes étapes à effectuer, bon, c'est un peu ce que je viens de dire. Établir une routine et des habitudes qui sont fixes afin d'automatiser le plus possible les conduites quotidiennes. Un peu comme on fait avec un enfant. Là, je ne veux pas absolument pas infantiliser là, les choses, mais j'ai un petit garçon de 6 ans, bien, je commence à lui apprendre à faire son lit, à aller brosser ses dents avant d'aller faire le dodo. Donc, il y a toute une étape de routine qu'on peut faire, ce qui fait que la personne va automatiser les choses et ça va être un peu plus facile pour elle là, d'accomplir les différentes tâches de base sur le plan quotidien. Prévoir les embûches, donc un plan B. J'ai préparé des crevettes pour le repas, mais il y a 2 personnes qui sont allergiques. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi mon plan B? Qu'est-ce que je peux acheter qui vont être capables de pouvoir tolérer? Et vérifier et corriger. Hein. Si vous faites quelque chose, ayez la capacité de justement vérifier si les choses ont bien été faites. Si le ménage vient d'être fait, est-ce que vous avez fait tous les endroits? Donc, de vérifier, de vous corriger. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.